Ils prétendaient sauver votre âme, et c'est le corps qu'ils ont enfermé dans leur rouage. Cette contradiction, froide et volontaire, traverse toute l'histoire de l'Inquisition. Un pouvoir qui se présente comme pasteur, mais qui opère selon les principes d'une machinerie pénale, faite de procédures, de registres, de pièces d'archives et d'instruments. L'intention déclarée était spirituelle. Les moyens, souvent, furent d'une logique méthodique, bureaucratique et implacable. Pour comprendre ces méthodes, il faut d'abord replacer l'institution dans son contexte. L'Inquisition n'est pas une entité monolithique figée dans le temps. Elle s'est constituée et transformée selon des époques, des conciles, des ordres religieux et des intérêts politiques. À partir du XIIe siècle, face à la diffusion de mouvements jugés hérétiques, cathares, vaudois et autres courants dissidents, la hiérarchie ecclésiastique cherchait des réponses plus systématiques qu'une simple condamnation locale. Des commissions papales furent instituées, des ordres mendiants, notamment les dominicains, furent investis de rôles d'enquête et d'enseignement, et des cadres juridiques empruntés au droit romain vinrent rationaliser les procédures. Au fil des siècles, selon les régions, cette architecture prit des formes variées. Inquisition médiévale en Europe, Inquisition espagnole au XVIe-XVIIe siècle, Inquisition romaine après la Réforme. Chacune de ces déclinaisons partageait cependant des traits communs. La volonté de préserver l'orthodoxie, l'exercice d'une autorité judiciaire sur la conscience et l'usage d'instruments légaux pour contraindre le sujet. La rhétorique qui légitimait ces mesures était simple et puissante. L'âme d'un fidèle était une réalité éternelle, supérieure aux intérêts corporels et temporaires. Sauver cette âme, disait-on, pouvait justifier des peines temporaires infligées au corps. C'est cette équation morale qui permit à des magistrats d'accepter, sans contradiction apparente, la pratique de la contrainte physique comme instrument de salut. Il est crucial de préciser que cette logique n'était ni universelle ni incontestée. Des théologiens, des évêques et des laïcs contestaient parfois son usage, et des débats juridiques cherchaient à circonscrire la violence. Mais l'idée fit son chemin. Si la communauté croyante était menacée, la coercition devenait un mal nécessaire. Les règles qui encadraient ces pratiques furent, en apparence, techniques et minutieuses. L'enquête inquisitoriale s'appuyait sur des étapes codifiées. Une accusation, parfois anonyme, ouvrait une instruction. Un détenu était interrogé, puis présenté devant des témoins et des scribes. Des certificats et des actes écrits jalonnaient chaque phase. L'administration du secret jouait un rôle central. Le caractère confidentiel de l'enquête protégeait à la fois les témoins et la procédure, mais il nourrissait aussi l'opacité et la suspension des droits. Dans la logique de l'époque, la manipulation du secret se présentait comme un outil de protection de la foi. Dans les faits, elle permit trop souvent l'abus. Avant de pousser plus loin, si vous souhaitez consulter des sources, des éditions critiques et des documents d'archives pour approfondir ces points, retrouvez la description. J'y ai réuni des références principales et des lectures complémentaires. Entrons maintenant dans l'anatomie de la machine inquisitoriale, non pour en faire une galerie macabre, mais pour comprendre comment des routines juridiques et des gestes administratifs transformaient des vies. La procédure type s'articule autour de quelques moments clés qui se répètent dans les registres: la dénonciation, l'arrestation et la détention, l'interrogatoire formel, la détention provisoire, l'application de mesures coercitives, l'obtention d'une confession ou d'un refus, et enfin le jugement suivi d'un acte public de sanction. Chacune de ces étapes dépendait d'acteurs distincts: l'inquisiteur, chargé de la foi et du dossier, le notaire qui couchait les paroles sur le papier, les témoins, l'autorité civile qui exécutait les peines corporelles lorsque l'Église demandait la mise à mort ou la remise au bras séculier, enfin la population locale, qui souvent assistait aux cérémonies publiques et dont la présence légitimait le processus. La logique procédurale mérite une attention particulière. Les règles, quand elles existaient, visaient à encadrer la violence, mais aussi à la rendre efficace. L'aveu était la pièce maîtresse du dossier. La confession conférait à la sentence une aura de vérité et de réparation. Ainsi se créa une économie de la preuve, où l'aveu forcé était économiquement et symboliquement désiré. Les magistrats devaient ménager l'apparence de l'égalité tout en obtenant ce qu'ils considéraient comme l'issue correcte. Des limitations existaient. Selon certaines sources, la procédure devait éviter des blessures irréparables et la mort lors de l'acte de contrainte, non pas par humanité universelle, mais pour garantir que l'aveu reste possible et que le coupable puisse ensuite être puni, pénitent ou exécuté. Ces précautions, en apparence rationnelles, devenaient paradoxales. Elles tentaient de régler techniquement la dose de cruauté admissible. Ce cadre technique se traduisait ensuite dans des pratiques concrètes. Parmi les premières mesures, l'isolement du détenu jouait un rôle déterminant. Privation de sommeil, séparation des familles, interrogatoires répétés et conditions de détention spartiates étaient autant de moyens psychologiques visant à fragiliser la résistance. Les archives décrivent des cellules froides, des cachots où l'indigence matérielle se doublait d'un isolement judiciaire. Le but n'était pas nécessairement de briser l'individu physiquement d'emblée, mais d'éroder sa capacité de résistance par une combinaison de pression thermique, sensorielle et physique. Puis venaient les méthodes de contrainte physique, régulées par des traditions locales et parfois par des décrets centraux. Il est possible d'énumérer ces méthodes sans s'attarder sur les détails graphiques.
des dispositifs pour étirer ou suspendre le corps, des mécanismes de torsion, des instruments pour exercer des compressions contrôlées, des pratiques liées à la privation d'eau ou à l'usage de choc. Chaque instrument obéissait à une logique, provoquer la douleur, mais dans une fenêtre que la procédure tentait de définir. Le nom d'une technique spécifique évoque déjà son but plus que son image. L'usage d'une machine cardinale pour tirer un aveu, la compression des extrémités afin d'amener la soumission verbale, des pratiques d'immersion ou d'asphyxie simulée destinées à intensifier la peur de disparition. Insistons, ces descriptions restent descriptives et critiques, sans recherche de sensation. Elles servent à comprendre l'architecture morale de l'action. Au-dessus de ces gestes, une rhétorique justifiante opérait. Des textes canoniques, des bulles papales, des sentences épiscopales fournissaient un langage qui transformait la coercition en devoir. On parlait de remède des âmes, d'extirpation du mal et d'ordre public spirituel. L'argument se renforçait lorsqu'il était repris par l'autorité civile. Des rois et des magistrats trouvaient dans la persécution d'hérétiques une façon de consolider l'unité sociale et politique. Ainsi s'installa une collusion, parfois explicite, parfois tacite, entre institutions religieuses et pouvoir laïque. L'existence d'une peine ecclésiastique, suivie d'une remise au bras séculier pour exécuter la peine capitale, devint une modalité normale dans plusieurs territoires. L'Église prononçait, l'État exécutait. Cette division permet à l'Église d'affirmer sa prééminence spirituelle, tout en déléguant la tâche sale de la mise à mort au pouvoir civil. La ritualisation de cette opération, du jugement à l'autodafé public, renforçait le message. La communauté était purgée, l'ordre rétabli, la foi consolidée. Il serait faux d'imaginer que tous les acteurs du système croyaient uniformément à la pureté morale de ces actes. Les correspondances, les cahiers et les sermons montrent des hésitations, des calculs et même des envies d'économie politique. Pour nombre d'inquisiteurs, le souci principal était d'étouffer des réseaux d'opposition à l'intérieur de la chrétienté. Pour des souverains, il s'agissait aussi de contrôler des minorités économiques ou sociales. La justice inquisitoriale devint, dans certains cas, une technologie de gouvernance. On alignait l'idée de salut sur celle de sécurité publique. Un instrument de correction spirituelle se transforma en appareil de gestion des populations. Les conséquences individuelles de ce dispositif sont difficiles à cerner dans leur totalité, mais les registres judiciaires livrent des bribes, des confessions qui se contredisent, des rétractations, des familles brisées, des noms effacés des registres paroissiaux, des trajectoires migratoires provoquées par la peur. L'aveu, lorsqu'il survient, sert à refermer mécaniquement le dossier. Il ne répare pas nécessairement la vie qu'il a détruite. L'aveu arraché par la contrainte a souvent les caractéristiques d'une sortie instrumentale plutôt que d'une conversion réfléchie. Dans plusieurs dossiers, des personnes avouent pour protéger leurs proches, pour mettre fin à une souffrance insoutenable, pour acheter du temps. L'analyse contemporaine des archives montre que les confessions étaient fréquemment adaptatives. Elles répondaient aux contraintes de l'instant plutôt qu'à une conviction sincère. Pour rendre tout cela plus concret, on peut se pencher sur quelques figures représentatives, sans rechercher l'anecdote sensationnelle, mais pour humaniser le mécanisme. Imaginez un tisserand dans une ville de province. Il est dénoncé par un voisin pour avoir discuté avec un marchand étranger, des textes non autorisés. L'accusation arrive au bureau de l'inquisiteur. Le tisserand est convoqué, puis enfermé. Le dossier comprend des témoignages écrits, parfois signés, parfois anonymes. Le notaire enregistre les déclarations. Les jours passent, les souffrances de la cellule, la peur de perdre sa fille ou son épouse, la pression sociale, tout cela compose un climat. L'interrogatoire, mené avec minutie, vise d'abord à établir un réseau. Qui a fourni les textes? À qui a-t-il prêté l'ouvrage? L'inquisiteur, souvent formé au raisonnement théologique et au droit, alterne questions suggestives et lecture du suspect. Si la résistance perdure, on invoquera progressivement des mesures plus dures. Le tisserand finit par avouer, non parce que son hérésie fut substantiellement prouvée, mais parce que la procédure a orienté la production de paroles vers la réponse attendue, l'aveu. Que devient cet aveu ensuite? Il devient instrument de condamnation, source d'absolution conditionnelle, parfois de pénitence mullique. Un autre profil fréquent dans les archives est celui de la femme accusée de sorcellerie ou de déviance doctrinale. Les motifs vont du soupçon de pratique magique à la simple déviance comportementale. Là encore, la logique procédurale exploite les vulnérabilités sociales, isolement, pauvreté, réputation compromise. Le recours à des témoins appelés experts pour parler du caractère sacré ou non des pratiques ajoute une couche d'autorité technique au discours moral. Les rumeurs prennent la forme de preuves écrites et produisent une spirale qui conduit parfois à une confession, parfois à un bannissement. L'existence d'une féminité suspecte dans la société patriarcale permit à l'appareil inquisitorial de canaliser des peurs sociales vers des cibles concrètes. Les instruments eux-mêmes, consignés dans des inventaires, révèlent la rationalité du système. Leurs noms traduisent des fonctions et des limites. Le questionnement était pensé comme une chirurgie morale.
Il fallait arriver à l'aveu sans anéantir la chair au point d'empêcher la suite du procès. Ainsi, des règles non écrites ou partiellement codifiées définissaient ce qui était admissible. Cette rationalité technique, loin d'atténuer la responsabilité morale, la déplace. La question devient alors non plus « faut-il torturer ?», mais « comment torturer en respectant certaines normes ?» C'est cette normalisation de la violence qui est l'un des traits les plus inquiétants. Quand des hommes munis de règles se mettent à administrer la douleur selon des protocoles, la cruauté cesse d'être un excès et devient une routine. Il faut également souligner l'usage spectaculaire des peines. L'autodafé, cérémonie publique de proclamation et souvent de pénitence, joue un rôle symbolique disproportionné par rapport à son efficacité spirituelle. Lors de ces cérémonies, le jugement, la mise en scène de la pénitence et la présence d'une foule visent à faire du spectacle judiciaire un acte d'affirmation communautaire. L'exposition publique du condamné, liée à des signes humiliants, confirme la séparation entre l'ordre juste et l'errance hérétique. Pour les autorités, l'autodafé n'est pas seulement une sanction, c'est une démonstration pédagogique, un enseignement social sur les conséquences de la déviance. Pour les condamnés, c'est souvent la dernière humiliation avant une peine plus lourde. La dimension publique transforme la douleur privée en leçon collective. Mais la machine n'est pas uniquement répressive, elle prétend aussi remédier. Le discours officiel tient que la peine infligée prépare la personne à la repentance véritable. L'idée d'un redressement de l'âme par la souffrance a des racines théologiques anciennes et des variantes nombreuses. Pourtant, l'expérience historique montre que la conversion obtenue sous la contrainte est problématique d'un point de vue éthique et théologique. La confession extorquée a une valeur incertaine. Elle peut être purement pragmatique, formulée pour satisfaire la procédure. Les juristes et théologiens contemporains des faits s'en aperçurent parfois. Certains plaidaient pour des standards probatoires plus stricts, d'autres pour des voies alternatives de réintégration. Mais la pression politique et sociale poussa souvent en sens contraire. Le rôle des scribes et des notaires mérite un commentaire. Ils sont les traducteurs de la douleur en texte. Une parole humaine, haletante et contrainte, traverse leur stylo et devient preuve. L'acte notarié fait exister juridiquement ce qui, dans le monde réel, est ambigu. La textualisation de la souffrance, l'écrit qui consigne l'aveu, confère à la procédure son pouvoir. La conservation des registres, parfois dans des archives locales, permet aujourd'hui de reconstituer des trajectoires individuelles, mais elle montre aussi comment le savoir bureaucratique organise l'annihilation graduée de l'autre. Au milieu de ces rouages, des figures de pouvoir apparaissent plus clairement. L'inquisiteur est à la fois juge moral et administrateur. Il tient le dossier, convoque, interroge, signe. Son autorité est renforcée par le soutien des ordres religieux et des réseaux ecclésiastiques, mais dépend aussi de l'appui laïque. Les magistrats civils, quant à eux, agissent en relais pour appliquer certaines peines corporelles que l'Église ne peut officiellement exécuter en son nom. Cette coopération entre sphères rétablit l'idée que la persécution était une politique publique autant qu'une affaire de foi. Les rois, les présidents de cités et les seigneurs locaux pouvaient profiter de ces mécanismes pour renforcer leur contrôle sur des poches de dissidence économique, culturelle ou religieuse. Derrière ces structures se cache une autre dynamique, la rationalisation sociale de la peur. L'Inquisition fonctionne, en partie, comme une ingénierie de la conscience collective. En instaurant des procédures, en formalisant la preuve et en répétant des rituels de punition, l'institution modelait les normes, orientait les discours et normalisait la méfiance. La dénonciation devint un outil social. Les voisins, parfois, écrivaient pour régler des comptes, pour éliminer un concurrent ou par conviction sincère. Le secret de la procédure et l'anonymat des dénonciateurs facilitèrent ces usages. Ainsi, la machine ne se limite pas à la relation entre juge et accusé, elle irrigue le tissu social et transforme la vie quotidienne. Décrire ces mécanismes revient moins à dresser un inventaire d'horreur qu'à comprendre comment des paroles pieuses et des textes juridiques peuvent se combiner pour produire de la violence routinière. Dans ce mouvement, la contrainte devient normalisée, l'aveu devient monnaie d'échange et la promesse du salut devient un levier de contrôle. À ce stade de l'analyse, plusieurs questions demeurent vives. Comment ces méthodes furent-elles perçues par leurs contemporains? Jusqu'où la théologie justifiait-elle la contrainte? Quelles formes de résistance ou de contestation émergèrent face à la machine inquisitoriale? Et surtout, quels effets durables ces pratiques ont-elles produits sur la mémoire collective et sur la relation entre foi et pouvoir? Pour commencer à répondre, il faut plonger plus avant dans les récits individuels et les archives. C'est là que la mécanique rencontre la chair et que l'on distingue différents types de dossiers. Ceux où la confession résulte d'une pression longue et cumulative, ceux où des rétractions montrent la fragilité des aveux, ceux enfin où la résistance va jusqu'à la mort. Mais explorer ces trajets individuels demande prudence. Il faut éviter l'attrait du spectaculaire et respecter la dignité des personnes évoquées. C'est pourquoi, plutôt que de citer des cas isolés de manière sensationnelle, il est plus éclairant de présenter des parcours types qui rendent compte des répétitions structurelles. Considérons à nouveau le tisserand, mais à la lumière des documents. Son dossier contient un moment crucial, l'interrogatoire transcrit par le notaire.
Les questions sont méthodiques, parfois insinuantes. Qui t'a donné ce livre? Qui t'a parlé de ces doctrines? As-tu lu, transmis? La formulation ne cherche pas nécessairement la vérité, elle cherche à produire une réponse qui s'inscrive dans le cadre juridique utile. Les tournures interrogatives, l'alternance d'accusations et de propositions de clémence, avoue et tu seras traité comme pénitent, structurent la trajectoire de parole. L'aveu survient souvent à un moment où l'accusé, désorienté par l'isolement et par la promesse d'une meilleure issue, choisit la solution la moins coûteuse émotionnellement sur le moment. Les archives livrent aussi des récits de rétractation. Après l'aveu, parfois après la peine, certaines personnes reviennent sur leurs déclarations. Ces rétractations montrent la fragilité des certitudes produites par le système. Elles soulèvent une question morale simple mais dévastatrice. Que vaut une vérité qui a été obtenue sous coercition? Pour l'institution, l'aveu reste souvent la pierre d'angle. Pour l'histoire, il révèle avant tout la force des procédures. La tension entre la vérité de l'aveu et la contrainte qui le produit est l'un des nœuds moraux du phénomène. Il existe enfin des résistances, individuelles et collectives, qui interrompent parfois la machine. Des avocats ecclésiastiques contestèrent les procédures, certains évêques protégèrent des fidèles, des communautés se mobilisèrent pour soutenir leurs membres. La contestation prit des formes variées, recours hiérarchique, appels à Rome, mobilisation locale. Mais l'efficacité de ces résistances dépendait de l'équilibre des forces politiques et des alliances locales. Là où le pouvoir central renforçait l'appareil inquisitorial, la contestation resta fragile. À mesure que l'on scrute ces mécanismes, une image récurrente s'impose. L'Inquisition n'était pas simplement une série d'actes violents isolés, mais une technologie sociale. Elle combinait textes, rituels, instruments et routines administratives pour produire des effets prévisibles. C'est cette rationalité qui la rend si dangereuse à analyser. Elle montre que la cruauté n'est pas toujours l'expression d'une barbarie incontrôlée, mais parfois le résultat d'un dispositif savamment organisé. Comprendre ces dispositifs ne sert pas à excuser. Au contraire, cela permet de mesurer l'ampleur de la responsabilité collective. Nous touchons ici à l'une des questions essentielles. Pourquoi des communautés entières ont-elles accepté, parfois même applaudi, des procédures aussi intrusives? La réponse n'est pas unique. Dans de nombreux cas, la peur d'une déstabilisation théologique et sociale alimentait un consensus conservateur. Dans d'autres, l'absence d'instruments juridiques incarnatifs favorisa la reproduction des méthodes traditionnelles. Enfin, la construction d'un récit moral où la punition se présentait comme curative facilita l'adhésion populaire. Quand la peur du mal jugeait plus dangereuse que le remède lui-même paraît nécessaire. Cette logique utilitariste, appliquée au salut, fut à la fois la force motrice et la faille morale du système. À ce stade de l'exploration, nous avons cartographié la machine, ses principes, ses acteurs, ses étapes et quelques effets individuels. Mais des questions demeurent ouvertes. Quels ont été les mécanismes précis de la coercition physique et psychologique dans différents contextes régionaux? Comment les ordres religieux influencèrent-ils les pratiques? Quels registres de résistance et de mémoire se sont développés après les vagues répressives? Et comment la mémoire de ces pratiques a-t-elle été récupérée, contestée ou effacée dans les siècles suivants? La suite de notre enquête s'attachera à approfondir ces aspects, en examinant des typologies d'instruments, des procès types documentés et des trajectoires de mémoire collective, afin de mieux comprendre les conséquences à long terme de cette police de la foi. Dans les archives, les instruments et les procédures se dressent comme les composants d'une usine judiciaire, chacun pensé pour une fonction précise, calibré pour produire un effet, intégré dans une chaîne où l'erreur humaine se confonde avec la routine technique. Pour mieux comprendre cette mécanique, il convient d'examiner quelques typologies d'instruments et de modalités procédurales, non pas pour titiller une curiosité morbide, mais pour saisir comment la rationalité technique entérine la violence. D'abord, les dispositifs d'épreuve corporelle. Plutôt que de s'attarder sur des images, il faut retenir leur logique. Tous visent à rendre la résistance instable, à créer une fenêtre cognitive où la parole contrainte apparaît comme l'issue la moins coûteuse. On trouve des mécanismes d'étirement et de suspension, conçus pour provoquer fatigue et douleur réparties, mais souvent réglés pour éviter les lésions mortelles immédiates. Des méthodes de compression des extrémités et d'immobilisation, destinées à concentrer la souffrance sur des zones supportables, figurent également dans les inventaires. D'autres techniques jouent sur les sens, privation de sommeil et alternance de froid et de chaleur, bruit, lumière, isolement social. Celles-ci attaquent non seulement le corps, mais la trame de la pensée, rendant l'aveu plus probable. Enfin, certains rituels de suffocation simulée ou d'immersion ajoutent à la terreur immédiate l'image d'une disparition possible, catalyse puissante de capitulation verbale. L'étiquetage de ces procédés dans les sources juridiques, parfois sous la forme de listes d'instruments autorisés ou de prescriptions limitant les dommages irréparables, révèle la volonté de standardiser la contrainte. Ensuite, les méthodes psychologiques et procédurales. L'accusation anonyme, la dépossession des biens, la mise en réserve des proches, la menace implicite d'une punition publique sont autant de leviers. La procédure elle-même s'articule pour produire discours et documents, questions suggestives, proposition d'un accord pénitentiel, promesse de clémence conditionnelle.
Le rôle du notaire qui fixe la parole dans l'écrit transforme un moment de souffrance en preuve stable. Dans certains tribunaux, l'usage du secret renforçait ce mécanisme. L'accusé ne savait souvent pas qui l'avait dénoncé, ni l'étendue des accusations, ce qui augmentait la dissociation entre la réalité vécue et la narration imposée. Cette fabrique du témoignage relève d'une stratégie double, produire l'aveu et le rendre irréfutable sur le plan bureaucratique. Les variantes régionales sont importantes. L'Inquisition médiévale du XIIe au XIVe siècle présente des modes d'action qui diffèrent en rythme et en intensité de ceux qui émergent plus tard, comme dans la péninsule ibérique au XVe-XVIIe siècle. L'Inquisition espagnole, devenue tribunal permanent et plus institutionnalisé, développait un appareil administratif dense et un calendrier d'action publique, y compris des actes solennels destinés à frapper les esprits. La réforme et les conflits confessionnels du XVIe siècle modifiaient encore le rapport entre Église et État, et dans certains contextes, l'appareil répressif se militarisa ou se politisa davantage. Partout, cependant, on retrouve la même pente, institutionnaliser la violence en la recouvrant d'un vernis juridique et théologique. Parmi les procès-types que les archives permettent de reconstituer, un scénario revient fréquemment. Un dénonciateur, parfois anonyme, initie une procédure. Le dossier est ouvert et classé. L'accusé est détenu et interrogé. Ses réponses sont consignées. Si l'inquisiteur juge utile la coercition physique, il ordonne l'application de mesures graduées, en respectant, du moins officiellement, des limites censées éviter la mort. La confession, si elle survient, est mise par écrit, signée quand cela est possible, et devient la clé du jugement. Si l'accusé se rétracte, la rétraction elle-même entre dans le régime de preuve, produisant parfois des complications juridiques et théologiques. Le verdict est rendu, et selon les cas et les juridictions, le prescrit suivant peut inclure pénitence publique, amende, confiscation des biens, bannissement, ou si le bras séculier est requis, condamnation capitale. L'auto da fé, lorsqu'il a lieu, scelle symboliquement le processus. La communauté voit et apprend. Ce schéma type éclaire l'efficacité du dispositif. L'aveu est la marchandise que le mécanisme vise à extraire. Il est essentiel de rappeler que la logique qui sous-tend ces opérations s'appuie sur des textes et des discours qui prétendent moraliser la coercition. Des bulles, des décrets, des sermons et des traités juridiques fournissent le cadre discursif. La bulle Ad Extirpanda, 1252, par exemple, est souvent citée dans les études comme un moment où la cour pontificale concédait une base légale à l'usage de la torture dans des limites précises. Son interprétation et son application varieront selon les époques et les lieux. Dans les sermons et les plaidoyers, la métaphore du remède réapparaît. Le mal doit être extirpé, même si l'opération est traumatisante. Ce langage, répété et institutionnalisé, transforme un acte de contrainte en une obligation morale. Mais il apporte de souligner que ces textes sont des instruments historiques. Ils disent ce qui était pensé justificatif à l'époque, non ce qui est moralement acceptable aujourd'hui. Le rôle des conseillers juridiques et des théologiens, qui tentaient parfois de circonscrire l'usage de la force, montre que l'argumentaire n'était pas monolithique. Il existait des débats, des résistances conceptuelles et des tentatives de réforme. Parallèlement aux justifications formelles, la collusion politique nourrit le système. Les États naissants, désireux de consolider l'ordre, trouvèrent souvent dans la répression religieuse un levier d'unification et de contrôle. En procédant à la condamnation publique d'ennemis réels ou supposés, le pouvoir se présentait comme garant de la stabilité sociale. Le bras séculier, qui exécutait souvent les peines corporelles, permit à l'Église de se maintenir sur le plan spirituel, tout en confiant à la puissance civile le travail meurtrier. Cette division des tâches rendit la responsabilité diffuse et favorisa l'inertie institutionnelle. Il était plus facile pour chacun de s'en tenir à son rôle administratif que de contester l'ensemble du système. Regarder ces mécanismes d'un point de vue sociologique met toujours une fonction centrale, la normalisation de la méfiance. La dénonciation, encouragée tacitement par les procédures et protégée par l'anonymat, devient un instrument de régulation sociale. Les conflits économiques, les rancœurs locales, les rivalités familiales peuvent se convertir en motifs d'accusation. Le tissu social s'en trouve modifié. Ceux qui auparavant résolvaient leurs controverses par des rituels internes ou des médiations locales voient désormais une instance extérieure instrumentée pour trancher. La conséquence est un climat de suspicion généralisée, où la parole se surveille et où la liberté de penser s'appauvrit. Les conséquences humaines de ce système sont multiples et durables. Sur le plan individuel, on observe dans les registres des trajectoires fracturées. Familles démembrées, vies professionnelles interrompues, patrimoine confisqué, stigmates mémoriels qui s'étendent sur des générations. Les confessions arrachées ne reconstituent généralement pas ce qui a été perdu, elles officialisent la rupture. Sur le plan communautaire, l'effet est comparable à une érosion. La confiance se délite, la diversité d'opinions se rétracte, les marges de manœuvre culturelles s'amenuisent. À l'échelle démographique, des vagues de migration et d'exil peuvent suivre les persécutions, provoquant des transformations économiques et culturelles locales.
La mémoire collective elle-même porte les marques de ces pratiques. Dans certains territoires, l'autodafé et la persécution laissent des lieux de mémoire, places, registres, récits oraux, qui servent de rappel et parfois de traumatisme intergénérationnel. Dans d'autres cas, la mémoire se fragmente, se dissimule, voire se réécrit par des récits apologétiques ou des silences administratifs. Les processus de réhabilitation, lorsqu'ils ont lieu, sont souvent lents et partiels. Reconnaître officiellement des erreurs, restituer des biens ou prononcer des actes de repentance institutionnelle ne referme pas automatiquement les blessures. Le temps historique transforme parfois la dénonciation en objet d'étude, mais pour les descendants des victimes, l'archive rentable ne remplace pas la réparation vécue. Face à ce tableau, des réactions intellectuelles et politiques émergent progressivement. Dès l'époque moderne, des voix s'élèvent pour critiquer la certitude de la preuve fondée sur la torture. L'essor des normes juridiques modernes et des idéaux humanistes contribuera au XVIIIe et XIXe siècle à délégitimer ces pratiques. Les Lumières, en particulier, posent la réflexion sur l'innocence et la proportionnalité des peines, et la critique de la torture devient un axe majeur de réforme judiciaire. Plus tard, les mouvements pour les droits de l'homme et la dignité humaine au XXe siècle renforceront ce rejet. Toutefois, le changement institutionnel ne se produit pas sans résistance. Des intérêts politiques, des peurs morales et des inerties bureaucratiques ralentissent l'évolution. Comparer l'Inquisition à d'autres machines sociales de coercition permet d'extraire des leçons générales. Comme un appareil disciplinaire, l'Inquisition combine textes, rituels, preuves et instruments pour modeler comportements et croyances. Elle ressemble ainsi à d'autres dispositifs d'historique où la bureaucratie banalise la contrainte. La comparaison avec les dispositifs militaires, les tribunaux d'exception ou certains régimes policiers contemporains n'a rien d'anachronique. Elle met en évidence une même logique de normalisation, une même capacité des institutions à transformer la violence en routine administrée. L'analogie n'excuse rien. Elle éclaire plutôt la manière dont les sociétés peuvent instrumentaliser la foi, la sécurité ou la morale pour produire exclusion et domination. L'analyse contemporaine doit aussi se garder d'une lecture trop simpliste. Il ne s'agit pas uniquement de proclamer la malveillance absolue d'institutions anciennes, mais d'interroger comment des logiques justifiantes peuvent germer en contexte d'angoisse collective. Le recours à la torture trouve sa racine en partie dans des peurs réelles, crainte d'instabilité sociale, de schisme, d'hérésie susceptibles de déstabiliser l'ordre, mais la voie choisie pour répondre à ces peurs a des conséquences morales irréparables. Comprendre les ressorts du phénomène aide à prévenir sa réapparition sous d'autres formes. Revenons pour clore sur le plan moral et mémoriel. L'institutionnalisation de la torture au nom du salut met en évidence une contradiction radicale. Le prétexte spirituel déploie dans les faits une logique punitive qui nie la dignité humaine. Cette contradiction invite à une réflexion collective sur les relations entre foi, autorité et justice. Qu'est-ce que cela signifie que des institutions religieuses aient, à des moments donnés, avalisé des pratiques qui aujourd'hui sont unanimement condamnées? La réponse n'est pas seulement historique, elle est éthique et politique. Elle réclame honnêteté intellectuelle, reconnaissance des torts et vigilance face aux mécanismes qui réenchâssent la violence dans le langage du bien. Les archives nous offrent des traces, souvent fragmentaires, mais suffisantes pour comprendre que la « salvation » invoquée n'a pas été un prétexte accidentel, mais parfois une logique opératoire. Les procès, les registres, les bulles et les sermons montrent une cohérence interne du dispositif. Ils montrent aussi des résistances, des ambiguïtés et des acteurs qui tentèrent de limiter les excès. Le récit historique, loin d'être une simple condamnation morale, doit servir de leçon. Les institutions humaines sont capables du meilleur comme du pire, et la technique administrative peut devenir un vecteur de déshumanisation quand elle n'est pas ralentie par des garde-fous éthiques. Aujourd'hui, la connaissance de ces mécanismes a des implications concrètes. Elle alerte contre la tentation persistante de justifier la contrainte au nom d'un bien supérieur, qu'il soit spirituel, politique ou sécuritaire. Elle rappelle que les droits fondamentaux ne sont pas des raffinements abstraits, mais des protections contre la banalisation de la souffrance. Elle incite enfin à entretenir une mémoire responsable, non pas pour nourrir la haine, mais pour maintenir la vigilance. Si cette plongée dans l'architecture inquisitoriale vous a interpellé, réfléchissez à la manière dont nos institutions actuelles cadrent le pouvoir, la preuve et la punition. Consultez les sources listées en description pour creuser ces questions et confronter les hypothèses aux documents. Et si vous jugez important que ces leçons ne tombent pas dans l'oubli, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que d'autres aient accès à cette réflexion sur la foi, le pouvoir et la mécanique de la contrainte.